L'examen auteur c'est un chef Mathieu, chirurgien orthopédiste cardiologien, chirurgien interventionnel, qui a été pour pris en charge du membre de l'enfant. Bien, bonjour, je vais donc vous rapporter l'expérience récente du service de santé des armées dans la prise en charge des traumatismes des membres de l'enfant en opération extérieure. Alors, dans les conflits modernes, la traumatologie pédiatrique représente en effet une part significative de l'activité dans les structures de l'avant, bien que ces structures soient dépourvues de spécialistes en chirurgie ou en réanimation pédiatrique et qu'elles soient relativement mal adaptées à l'accueil des enfants. Dans les études américaines réalisées en Irak et en Afghanistan, la grande majorité de ces patients pédiatriques étaient en fait, bien sûr, des victimes collatérales de la guerre, mais aussi certains ont été pris en charge pour des traumatismes de pratique civile dans le cadre de l'aide médicale aux populations. Le service de santé des armées français a également donc eu une récente expérience de la traumatologie de guerre de l'enfant en Afghanistan, mais il a depuis de nombreuses années une expérience de la traumatologie pédiatrique de pratique civile en Afrique, dans des conditions sanitaires précaires, en particulier donc, au Tchad et à Djibouti. Je vous rapporte ici les résultats de deux études rétrospectives portant sur des enfants traumatisés des membres, pris en charge dans deux différentes structures chirurgicales de l'avant. Tout d'abord, l'HLC Kaya, qu'on vous a présenté tout à l'heure en Afghanistan, avec une étude portant sur 4 années d'activité opératoire et qui a récemment fait l'objet de 2 publications. Puis ensuite, nous étudierons les données du groupe médico-chirurgical épervier déployé à N'Djamena depuis de nombreuses années, avec une étude portant seulement sur 1 an d'activité chirurgicale. Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un travail de thèse. Alors je vous représente très rapidement le contexte de soins de ces structures. Tout d'abord la HLC Kaya, on l'a détaillé tout à l'heure, un hôpital déployé sur l'aéroport de Kaboul, dans lequel sont pris en charge les blessés de la coalition, mais aussi les blessés locaux, bien sûr militaires ou civils, y compris les enfants. C'est un hôpital dédié à la traumatologie lourde, mais ce qu'il faut souligner, c'est que ses capacités d'hospitalisation sont très limitées. Elles sont très limitées parce que cet hôpital est dévoué à la prise en charge initiale des blessés et à leur mise en condition avant l'évacuation. Donc pour prendre en charge des enfants de façon souvent définitive, on est tout de suite limité par les capacités d'hospitalisation. Au Tchad, le groupement médico-chirurgical épervier est en revanche une structure beaucoup plus rustique, armée par une antenne chirurgicale composée de 12 personnels, donc composée d'un anesthésiste, d'un chirurgien viscéral et d'un orthopédiste. L'activité au Tchad, c'est 95% d'aide médicale aux populations, avec également une capacité d'hospitalisation limitée d'environ 30 lits maximum pour l'AMP. Alors, commençons tout d'abord par analyser les données de l'HLC Kaya. Durant la durée de l'étude, savoir 4 ans, 150 enfants traumatisés des membres ont été opérés, ce qui représentait 18% de l'activité chirurgicale globale. Alors ce chiffre il apparaît supérieur à celui des études américaines. Il faut savoir que les Américains, eux, ils prenaient l'ensemble des patients admis, pas forcément opérés. Nous, c'est 18% désopérés. La moitié de ces enfants étaient des victimes collatérales de la guerre. Les autres ont été pris en charge pour des traumatismes de pratique civile. Analysons tout d'abord les traumatismes de guerre qui étaient dus dans la majorité des cas à des explosions, majoritairement dus à des engins explosifs improvisés qui sont tout à fait symboliques des conflits asymétriques modernes. Tous les traumatismes de guerre étaient des lésions ouvertes, avec une large majorité de plaies des parties molles, je dirais heureusement, puis venaient ensuite des fractures ouvertes qui dominaient au membre inférieur, en particulier au fémur et à la main. Il faut noter que 21% des enfants présentaient des lésions multiples des membres, parfois les 4 membres, dans les traumatismes par explosion. 52% de ces enfants traumatisés de guerre présentaient des lésions associées du tronc et de la face, en raison bien sûr de l'absence d'effet de protection balistique. L'injury severity score moyen était de 9 dans cette série,
et était significativement plus élevé chez les enfants âgés de plus de 8 ans, qui semblent donc situés plus près des zones de combat et qui, pour les plus âgés, sont parfois combattants eux-mêmes. À la phase initiale, les procédures chirurgicales étaient dominées. Concernant le nombre d'interventions réalisées par patient, s'agissant de lésions ouvertes multiples, le nombre moyen d'interventions par patient était de 2,5, en sachant cependant que 3 quarts des enfants ont bénéficié d'une ou deux chirurgies. Les procédures chirurgicales, j'allais vous le dire, étaient donc dominées, bien entendu, par le parage, la fixation osseuse et l'utilisation de la thérapie à pression négative sur les plaies. Il faut noter un fait particulier dans cette série d'enfants pédiatriques, c'est que la stabilisation osseuse, quand bien même c'était des lésions ouvertes, eh bien c'était réalisé une fois sur deux par plâtre, comme dans le cadre des traumatismes fermés. Dans l'autre cas, il s'agissait d'exofixation. Les procédures de reconstruction, puisque le traitement définitif était également réalisé sur place, les procédures de reconstruction étaient également comparables à celles de l'adulte, les fixations internes étant classiquement réalisées par des emplouages élastiques, voire dans quelques cas par des plaques. Le taux de mortalité dans cette série était de 4,5%, c'est-à-dire que 4 enfants sont décédés, un en raison d'un choc hémorragique lié à une atteinte des vaisseaux au triangle de Scarpa, et 3 en raison de lésions associées. Il y a eu un traumatisme crânien grave, un traumatisme thoracique et un traumatisme rachidien avec une paraplégie. Cet enfant, qui avait 15 ans, est décédé plusieurs mois après de complications de décubitus. Il faut noter, excusez-moi, je reviens si j'y arrive, le taux important de perte de vue de 9% et le très faible recul de 1 mois qui témoigne des difficultés du suivi des patients en temps de guerre et du challenge que constitue la reconstruction secondaire des membres dans ce contexte. Quand il y a plusieurs temps chirurgicaux espacés à faire, eh bien c'est très compliqué parce que souvent on perd de vue les enfants, les patients en général. Donc malgré cela, au recul de 1 mois, 95% des enfants étaient cicatrisés, il y avait des fractures ouvertes qui avaient été couvertes et en cours de consolidation. Nombre d'ablations matérielles d'ostéosynthèse ont bien sûr été effectuées, mais elles n'ont pas été comptabilisées dans cette étude. Alors concernant à présent les traumatismes de pratique civile pris en charge à Caya, dans le cadre de l'AMP, ils étaient dus essentiellement à des accidents de la voie publique et à des chutes banales. Nous avons également inclus dans cette série les brûlures qui, vous voyez, représentaient une part significative de l'activité. Les fractures fermées étaient bien entendu les plus fréquentes, avec une prédominance de fractures fémorales. Leur prise en charge n'avait pas de spécificité, elle était standard, un seul temps opératoire bien sûr, avec du matériel non spécifique, en particulier donc des broches et des clous de météso. Cependant, ce qu'on peut constater, c'est que le taux de fracture ouverte était relativement important. Pourquoi ? Eh bien parce que les structures sanitaires locales avaient tendance à nous adresser les traumatisés les plus graves. Les brûlés représentaient 25% des traumatisés de pratique civile. Il s'agissait, vous voyez, en grande majorité de brûlures atteignant moins de 20% de la surface corporelle, et là c'est bien sûr un biais de sélection, puisque l'hôpital Caya n'est pas une structure adaptée à la prise en charge de brûlés graves, en particulier pédiatriques, qui nécessitent des séjours prolongés en réanimation et des passages très répétés au bloc opératoire. Quelques brûlés graves ont cependant été pris en charge avec des difficultés liées à l'utilisation majeure des consommables, avec des difficultés de réapprovisionnement, et puis aussi des difficultés liées à la fatigue des équipes soignantes, parce que le nombre de chirurgiens était quand même relativement limité, et pas que les chirurgiens, les paramédicaux aussi devaient faire face à la traumatologie quotidienne, qui, dans certaines périodes, était relativement intense. Donc c'est difficile en plus de prendre en charge les brûlés graves, devant passer au bloc tous les 2 jours. Étudions à présent les données d'une année chirurgicale au sein du groupement médico-chirurgical Épervier de N'Djamena. En 1 an, 45 enfants traumatisés ont été inclus dans cette série, avec une moyenne d'âge comparable à celle des enfants afghans, donc autour de 9 ans. Et ces 45 enfants, représentaient 18% de l'activité d'orthopédie globale, orthopédie traumatologie. Il faut noter qu'il n'y avait aucun traumatisme de guerre durant cette période et que beaucoup d'autres enfants ont aussi été opérés pour des pathologies non traumatiques, essentiellement des ostéomyélites, des piébovirus équins et quelques tubes. 69% de ces enfants présentaient des fractures non compliquées d'infection, non compliquées entre guillemets,
parce qu'il s'agissait donc pour la plupart, donc la grande majorité de fractures fermées qui ont été traitées selon les procédures habituelles de réduction plâtre, enclouage élastique ou embrochage simple percutané. La particularité de cette série est qu'il y avait souvent une présentation tardive des enfants avec des cas fréquents de fractures négligées. Alors autant les fractures fraîches sont relativement aisées à traiter pour les chirurgiens orthopédistes adultes que nous sommes, autant les fractures négligées nous posent des problèmes d'indication thérapeutique et imposent, lorsque cela est possible, et c'est possible parce qu'on a le temps de la réflexion, d'avoir le recours à la téléconsultation. Vous avez ici deux exemples qu'on était amenés à prendre en charge. Une pseudarthrose du col fémoral chez une fillette de 11 ans, fracture qui datait de plusieurs mois, et une lésion de montée de jet invétéré avec un coude bloqué en extension chez une enfant de 9 ans. Dans les deux cas, le traitement il s'est fait après quelques semaines, après avoir pris le temps de recevoir les conseils éclairés d'un chirurgien pédiatre correspondant en France par Internet. Dans les autres cas, il s'agissait de fractures compliquées d'infection. Alors cette infection a été survenue soit après une ouverture cutanée initiale, soit après le traitement de fractures fermées par des tradipraticiens, en particulier à l'avant-bras ou au coude. Dans cette localisation, le bandage traditionnel est en effet à l'origine d'un nombre important de syndrome de Volkmann, d'ostéomyélite chronique, voire de gangrène. En dehors d'un cas d'amputation du membre supérieur, la prise en charge de ces enfants a nécessité des procédures chirurgicales itératives et une antibiothérapie prolongée, bien entendu difficile à mettre en œuvre dans ce contexte sanitaire précaire. Enfin, nous avons pris également en charge une enfant brûlée de 5 ans, de façon concomitante avec 2 autres adultes brûlés, avec des difficultés encore plus importantes qu'Akaya, car les ressources sont encore plus limitées, et 5 séquelles de brûlure avec des brides cutanées, vous avez un exemple ici au coude, accessible à une chirurgie en un temps, de type plastie en Z ou greffe de peau totale, avec un bénéfice fonctionnel immédiat et une très courte durée d'hospitalisation, ce qui est très intéressant dans cette structure. Alors l'analyse de ces deux séries appelle quelques commentaires. Tout d'abord, concernant la prise en charge des traumatismes de guerre de l'enfant, eh bien, il apparaît que celle-ci est en fait très peu différente de celle de l'adulte, basée sur le parage et l'exofixation à la phase initiale, selon les principes du damage control orthopédique. Il existe cependant certaines spécificités liées à l'épais périoste des enfants qui maintient la cohésion entre les fragments osseux dans les fractures cognitives et facilite la consolidation et permet donc aussi le traitement d'obtenir la consolidation par des plâtres le plus souvent. Il existe aussi des possibilités de raccourcissement des membres inférieurs jusqu'à 2 cm, ce qui permet de faciliter la couverture osseuse. Ce léger raccourcissement sera ensuite compensé par la stimulation post-traumatique de la croissance. Enfin, il existe, dans des cas relativement quand même exceptionnels, les indications de chirurgie d'anticipation des déformations et des inégalités de longueur des membres liées à l'atteinte des cartilages de croissance. Avec, vous avez ici un exemple de réalisation d'épiphysiodèse préventive réalisée à 2 mois au moment de l'ablation du fixateur externe, chez une fillette de 11 ans vivant dans une région reculée montagneuse et qui visiblement n'aurait eu aucun accès, aucun suivi dans la capitale. Donc il a été décidé, après concertation avec un chirurgien pédiatre en France, de réaliser une épiphysiodèse du genou touché et du genou contralatéral pour à la fois éviter les déviations axiales et l'inégalité de longueur. Lorsque l'activité opérationnelle le permet, l'aide médicale au profit des enfants, donc présentant des traumatismes de pratique civile, est à privilégier parce que la prise en charge de ces fractures, elle est tout à fait adaptée au contexte. Elle peut être réalisée par des chirurgiens orthopédistes adultes, le plus souvent par des gestes uniques, surtout s'agissant de traumatismes fermés, sans matériel spécifique et avec une courte durée d'hospitalisation. Les limites concernent bien sûr, nous l'avons vu tout à l'heure, les fractures infectées. Vous avez ici encore un exemple, fracture ouverte qui était prise en charge tardivement, traitée initialement par le tradipraticien qui s'est infecté et qui là nécessite des chirurgies itératives, d'assèchement, de couverture et de relance de l'ostéogenèse, ainsi qu'une antibiothérapie prolongée qui n'est pas facile à réaliser dans ce contexte. Plus difficile encore est la prise en charge des brûlés graves, nous l'avons vu, car celle-ci est même déconseillée car elle est peu compatible et elle est dans certaines conditions nuisible au maintien de la capacité opérationnelle de ces structures chirurgicales de l'avant. Cependant, il s'agit là d'un problème éthique délicat et non résolu car il est toujours difficile, et en pratique c'est pas fait, de refuser l'accès aux soins à un enfant brûlé qui se présente à la porte de la structure. Donc pour conclure, ces études confirment que la traumatologie pédiatrique est une part importante de l'activité des structures chirurgicales de l'avant, d'un chiffre de 18%, et qu'elle peut être aisément effectuée par des chirurgiens non spécialistes ayant reçu une formation spécifique,
qui pour nous passe par la réalisation d'un semestre obligatoire dans un service de chirurgie infantile dans le cadre de notre formation à la faculté, et par le module 5 du cours avancé de chirurgie en mission extérieure, qui est dédié à l'aide médicale aux populations et en particulier à la pédiatrie. Alors bien sûr, s'il est important d'avoir des correspondants civils spécialisés pour les cas difficiles de demander des avis par Internet, il est bien entendu primordial de tisser les liens avec les structures sanitaires locales qui effectueront la rééducation et le suivi sur le long terme de ces enfants lorsque cela est possible. Enfin, sur cette dernière diapositive, je voudrais souligner que la prise en charge des enfants, en particulier victimes de guerre, est une activité éprouvante, surtout sur le plan émotionnel, car les situations sont parfois dramatiques et l'investissement des équipes soignantes est toujours important. Cependant, c'est une activité gratifiante, qui est vraiment un des aspects les plus passionnants de notre métier de médecin militaire et qui améliore sensiblement les relations avec les populations locales dans les pays dans lesquels nous sommes déployés. C'est pourquoi c'est une activité qui doit être toujours favorisée. Je vous remercie. Merci. Le commentaire va être assuré par Joël Chalier de Rouen. Bonjour alors. J'espère que je n'ai pas provoqué. Oui, je voulais vraiment féliciter le docteur Mathieu et ses co-auteurs pour cette présentation tout à fait à la fois impressionnante et intéressante et par la même occasion m'excuser d'une difficulté de communication dont j'ai été victime, dont nous avons été tous les deux victimes, puisqu'on n'a pas pu échanger comme on aurait pu le souhaiter préalablement à cette présentation, ce qui fait que je réagis à chaud en dehors des éléments que j'ai pu consulter dans l'abstract de la présentation, qui est quand même très instructif. Moi, j'ai découvert cette proportion de 18% de pathologie pédiatrique prise en charge dans ces contextes et particulièrement en Afghanistan, et que parmi cette population pédiatrique, 50% correspondait à une pathologie civile, et donc d'une traumatologie peut-être un petit peu plus quotidienne, qui vous n'épargnez pas d'être confronté sans doute au problème des retards à la prise en charge thérapeutique, vis-à-vis desquels on est moins facilement confronté en France. Néanmoins, vous avez joué votre rôle de prévention des complications. J'ai, semble-t-il, à vous écouter, observé que c'était beaucoup plus vrai en Afghanistan qu'à N'Djamena, où à cette occasion vous étiez beaucoup plus confronté à des pathologies déjà avancées dans le traumatisme et anciens, ce qui crée les difficultés de gestion que l'on connaît bien. Alors, moi, j'avais, je ne vous le cache pas, un petit peu été étonné en vous lisant d'une phrase très résumée qui disait que globalement la prise en charge pédiatrique était à peu près similaire à celle que vous aviez utilisée chez vos adultes. Vous nous avez bien montré au contraire que certes dans la traumatologie balistique grave, évidemment les techniques chirurgicales d'adultes étaient complètement reproductibles, autant vous avez démontré toutes les exploitations liées à l'expérience que vous avez acquise en pédiatrie, des techniques très spécifiques et indispensables pour réaliser une bonne prise en charge des enfants. Je m'arrêterai là pour vous poser une question. Vous avez parlé de l'échange que vous aviez avec vos collègues via Internet. On sait que par la chaîne de l'Espoir, au moins, on a parlé tout à l'heure de Médecins sans frontières, on sait que par la chaîne de l'Espoir, il y a un hôpital assez développé sur le site de Kaboul. Est-ce que vous aviez des moyens de communication ou de collaboration avec ces équipes où vous aviez effectivement, hors Internet, des proximités de spécialistes pédiatres? Alors, nous n'avions pas de lien direct avec cet hôpital de la chaîne de l'Espoir. Cependant, on avait des liens indirects puisqu'on envoyait tous les patients qui ont eu des amputations, eh bien, ils étaient appareillés à l'hôpital du CICR de Kaboul. Donc, on communiquait de façon... On leur envoyait des patients, mais c'est vrai que moi, dans les mois que j'ai passé là-bas, je n'ai pas pu me déplacer à l'hôpital du CICR. Par contre, eh bien, on échangeait régulièrement sur les patients et à l'inverse, ils pouvaient nous envoyer des patients pour la prise en charge de séquelles.
Ça, c'est une première chose. En revanche, on avait contact avec l'hôpital militaire et l'hôpital de la police de Kaboul. Donc, qui sont des hôpitaux qui prenaient en charge les adultes, mais aussi les enfants, l'hôpital militaire. Et donc là, il y avait des échanges qui se faisaient avec les orthopédistes locaux qui prenaient en charge de façon quotidienne la traumatologie pédiatrique. Donc soit ils pouvaient venir, ça ne se faisait pas trop avec les orthopédistes, ça se faisait plus avec les neurochirurgiens. Ils venaient opérer à Kaya, ou alors moi j'ai eu la chance de faire également une mission, alors, en dehors de Kaya, une mission précédente de 2 mois et demi, 3 mois, à l'hôpital militaire de Kaboul, où là effectivement donc j'ai pu tisser des liens avant d'être déployé à Kaya. Je connaissais en gros les orthopédistes de l'hôpital militaire de Kaboul, ce qui permettait après de pouvoir facilement transférer les patients secondairement chez eux. Voilà. Mais voilà, c'était, à part pour les gens que je connaissais d'auparavant, les communications ne sont pas toujours aussi évidentes, on ne peut pas sortir de Kaya. Voilà. Ça limite beaucoup. Les conditions de sécurité font qu'on ne peut pas quitter le camp. Donc là, bien sûr, pour recevoir des visiteurs, c'est un petit peu compliqué aussi. Une question, M. Caton. Merci. On ne peut que vous féliciter de votre implication, notamment auprès des populations locales. Et vous avez souligné que c'était important, ce lien avec les populations locales civiles. Je suppose qu'à ce moment-là, vous devez être confronté de temps en temps à des demandes autres que des séquelles de traumatologie, comme les pathologies congénitales ou les pathologies rachidiennes. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Est-ce que vous aviez un appui local éventuellement, ou vous étiez obligé de renvoyer ces enfants? Alors, là, cette situation a surtout rencontré au Tchad, bien entendu. Alors, c'est ce que nous enseigne le cours d'avancée de chirurgie en mission extérieure. Il y a un module donc spécifique sur l'ANP, sur en gros ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Pour la chirurgie rachidienne, c'est assez simple. Les conditions s'y pressent pas du tout. Le bloc est un bloc et les conditions de sepsie sont bonnes, mais on n'a pas le matériel, il y a très peu de possibilités de rééducation, donc chirurgie rachidienne, c'est exclu par exemple. Les malformations, il faut se limiter à ce qu'on sait faire, bien entendu, il ne s'agit pas de se lancer dans les choses qu'on ne sait pas faire. Et donc la seule chose vraiment qu'on peut faire, c'est le pied-beau avec la méthode de Ponsati. L'égalité, il faut avoir. Moi, pour ma part, je ne me lance pas dedans et il faut avoir de l'expertise quand même, que moi, pour ma part, je n'ai pas. Et en plus, on a énormément de patients à la consultation. Quand on a 30 à voir dans l'après-midi, il faut en opérer 20. Il faut les caser. Il y a qu'un seul, il y a deux salles opératoires, une pour l'orthopédiste, une pour le viscéral. Donc, il faut malgré tout faire un tri. Et donc déjà, ce qu'on ne sait pas faire, on ne fait pas. Donc effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui en renvoient sans solution. Autre question? D'adultes aussi, d'ailleurs. Énormément. Allez-y, monsieur. Est-ce que vous avez vu beaucoup de complications de traitement par les tradipraticiens, notamment pour les fractures fermées des membres inférieurs ou même du membre supérieur? Alors, j'en cherche quelques-unes uniquement pour des membres supérieurs. À chaque fois, c'était le même scénario, la fracture supracondylienne, traitée par un bandage serré, ou une fracture des 2 os de l'avant-bras, nous est adressée, comme je vous l'ai montré, en général au stade de gangrène. Donc, au mieux d'ostéomyélite chronique, puis au stade de gangrène, donc il y a eu un cas d'amputation. Dans les autres cas, on a essayé de conserver le membre supérieur, bien sûr avec une main non fonctionnelle, mais au prix de chirurgie répétée. Voilà. Et maintenant, donc, il y a vraiment une intégration, il y a une prévention qui se fait dans les pays d'Afrique. Peut-être mal placé pour en parler, mais dans les pays d'Afrique subsaharienne, sur la prévention des complications liées aux tradipraticiens, dans la mesure où ils essaient d'intégrer le tradipraticien dans le système de santé local. En essayant donc de les former, entre guillemets, pour leur montrer bien ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, à savoir prendre en charge des fractures fermées simples, parce qu'ils prennent en charge aussi des fractures ouvertes en mettant tout un tas d'emplâtres dessus, avec des complications effroyables. Donc voilà, oui, il y en a beaucoup. Et encore une fois, nous, au Tchad, on a une petite structure, donc on voit très très peu de patients. Claude Duberger. Merci. Je voulais féliciter tous les orateurs pour ces excellentes communications. Il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été abordé. On a parlé pas mal d'urgences de toutes sortes, mais il y a en général dans ces antennes,
pour l'assistance médicale gratuite qu'on a fait avant, maintenant aux populations, il y avait quelque chose qui nous occupait beaucoup, c'était les urgences gynécologiques. Est-ce que vous en avez beaucoup, que ce soit un GAO, que ce soit rupture utérine, Non, etc. on n'a jamais fait de gynécologie parce que au Tchad, il y a quand même l'hôpital mère-enfant, il y a des structures civiles adéquates. Autant il y a très peu d'orthopédistes au Tchad, je crois qu'ils doivent se compter sur les mains, et encore, autant il y a quand même les moyens, il y a des gynécologues obstétriciens sur une N'Djamena. Au Gabon, c'est pareil. Surtout pour Gao. Alors Gao, moi j'y suis pas allé. Non, on n'en avait aucune. Aucune. Je pense que ça doit être pris en charge effectivement par En Jordanie, je sais qu'il y avait les obstétriciens sans frontières, ou gynécologues sans frontières là, qui étaient sur le camp de réfugiés à proximité de l'antenne qui est déployée en Jordanie. Donc mais de temps en temps, elle venait opérer sur l'antenne de Jordanie avec enfin, pas moi parce que j'y étais pas, mais on l'a raconté. Voilà. Monsieur Sangaré. Oui, pour juste un Attendez le micro, juste pour la technique. Vous allez avoir le micro, vous avez ici. Oui. D'autres, vous voulez dire quelque chose? Non, je voulais simplement rajouter, est-ce que dans les modules de Keshamax, il y a une petite partie consacrée aux urgences gynécologiques? Parce que c'est souvent un très gros problème. Césarienne, urgence gynécologique, oui, la réponse est oui. Monsieur Sangaré. C'est juste pour répondre à la question par rapport aux urgences gynécologiques à Gao. Il y a beaucoup de personnel de santé qui travaillent dans ce domaine-là, d'infirmières obstétriciennes en passant par sage-femme jusqu'au médecin gynécologue obstétricien. Et le CHU du Poignet était même engagé dans une mission humanitaire dans ce sens-là. Tout le temps, il y avait des équipes qui partaient donc sur Gao, Tombouctou, et qui initiaient donc le personnel sur place à la prise en charge des accouchements, des césariennes et tout ça. Donc on a beaucoup moins ce problème parce que, en fait, dans la gynécologie obstétrique, je pense que le Mali, curieusement, est l'un des pays au sud du Sahara où beaucoup a été fait. Et on avait déjà une école secondaire de la santé depuis les années 1970, qui s'occupait de gynécologie obstétrique. Donc on a beaucoup moins ce problème. Par contre, avec les praticiens, il y a beaucoup de problèmes parce que c'est culturel. Il y a des fractures, il y a des traumatismes où culturellement les gens vous disent « Oh non, non, il ne faut pas aller à l'hôpital, ça c'est pas pour l'hôpital ». Ça, vous allez voir un praticien avec une fracture fermée du fémur et puis au bout d'une semaine vous êtes guéri. Alors, si ça est malade, il ne va pas à l'hôpital. Donc on a effectivement ce gros problème et il y a beaucoup de sensibilisation faite. Mais je ne suis pas sûr que ça finira dans le même avenir proche. Merci. Encore une question? Allez-y. Oui, Jean-Pierre Richet, je voudrais faire un commentaire sur la pédagogie, merci François Ponce, concernant la simulation. Moi j'ai été missionné pour développer la simulation en tant que vice-doyen en médecine de ma faculté de médecine de pharmacie de Poitiers. Je suis chirurgien digestif, responsable du centre de don du corps et du laboratoire d'anatomie, et j'ai eu la chance de prendre la suite derrière Bertrand Doré pour l'école de chirurgie. Quand on regarde les modèles qui sont en présence, le mannequin procédural peut être utilisé, mais c'est en général pour des gestes cliniques, je parle de la chirurgie bien évidemment. L'animal, vous l'avez dit, vers l'année 2017 va disparaître aux États-Unis, probablement en France dans les années suivantes, en tout cas en tant que modèle pédagogique, probablement pas tout de suite en tant que modèle expérimental. Et les procédures informatiques coûtent très cher à l'achat et à la maintenance. Il reste le modèle cadavérique. Le modèle cadavérique doit être utilisé tout à fait dans ces formations. C'est le leitmotiv de toutes les facultés de médecine
possible d'avoir un centre don de corps. Et tous mes collègues anatomistes sont très heureux d'ouvrir les portes. Alors il faut le faire évoluer vers un certain nombre de choses, ce modèle-là. Dans le modèle simulation, ça veut dire avec un corps qu'actuellement on est en train de breveter, un corps revascularisé pulsatif qui sera adaptable à des techniques chirurgicales. Et dans un contexte de simulation, il faut avoir une réalité proche. Ça veut dire se mettre en condition de bloc opératoire avec un corps revascularisé et surtout un modèle d'évaluation, c'est-à-dire arrêter le compagnonnage pour avoir soit une évaluation formative, soit une évaluation sanctionnante selon les cas. Donc rapprochez-vous de vos laboratoires, discutez avec eux pour organiser une formation commune au niveau national. Et je profite de la présence de mon maître Jacques Barbier pour dire que ses élèves, Michel Cartier, Jean-Pierre Faure et moi-même, sont en charge d'étudier ce problème pour, en particulier, la région de Vaud et au niveau national également. Voilà. Merci pour ces précisions. Merci beaucoup pour cette communication. Il m'appartient de conclure et pour une nouvelle fois remercier pour son accueil et l'organisation de cette séance de médecin général inspecteur François Ponce. Là, vous êtes maintenant en congé à partir de ce soir, puisque c'était la dernière séance avant les vacances. Et je vous rappelle que la prochaine séance académique aura lieu le 7 octobre au Cordelier et traitera des progrès en chirurgie urologique mini-invasive. Mais auparavant, je me permets de vous rappeler, et c'est important que vous veniez y assister, les séances co-organisées avec l'Association française de chirurgie qui auront lieu les 30 septembre, 1er octobre et 2 octobre. Il s'agit des forums de recherche chirurgicale qui vont vous permettre de vous remettre en contact avec la recherche chirurgicale actuelle. C'est l'exposé des travaux de Master 2 de vos jeunes collaborateurs à ce sujet. Après avoir fait une première analyse des travaux, j'ai noté que des travaux de nos collègues militaires étaient en bonne place et seront présentés à cette occasion. Voilà, je vous remercie pour votre présence et pour ceux qui seront là. Je vous dis à tout à l'heure pour notre repas de gala rue de Poitiers. Merci encore et à mois d'octobre.